les 50 c'est ça qui constitue les 50,7 d'énergie renouvelable et de récupération. Actuellement, pour faire fonctionner, pour adresser l'ensemble des besoins du réseau de chaleur de Paris, on a besoin de ce qu'on appelle d'énergie d'appoint euh, et de secours qui sont fossiles. Donc, on a évidemment du gaz et de la cogénération gaz qui vient compléter ce mix. Et sur le début de 2000, on avait encore en 2023 encore un peu de charbon sur le réseau de chaleur de Paris, mais depuis le début de l'année 2024, on ne brûle et on ne consomme plus de charbon sur le réseau de chaleur de Paris. C'est un chantier qui a été mené depuis 10 ans, une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, on sait fonctionner sans charbon. Évidemment, c'est 50%, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et donc, l'enjeu pour la ville de Paris, pour son concessionnaire dans les années à venir, c'est d'augmenter ce niveau d'énergie renouvelable et de récupération. Et donc, dans le schéma directeur édicté par la ville, il y a des ambitions qui ont déjà été affichées. Donc, c'est atteindre 75% d'énergie renouvelable en 2030 et 100% en 2050. Au niveau des clients qu'on alimente, donc c'est principalement quand même des clients de taille assez importante, hein. Voilà, en chauffage collectif, ça c'est une prescription technique importante. Donc vous avez sur le graphe là, sur la gauche, un peu la répartition. Donc très brièvement, on a à peu près 31% de résidentiel privé, en gros les copropriétés. On a 8,5% de logements sociaux. On a une grosse part, 37,7%, c'est du tertiaire. Donc ça peut être des immeubles de bureaux, mais ça peut aussi être des grands sites comme le Louvre, le Grand Palais, tous les monuments de Paris. On a 8,4% d'enseignement, donc c'est les écoles, les collèges, les lycées. 5,5% d'établissements de santé, et notamment on alimente la totalité des 50 sites de la PHP. Et puis, ça c'est une particularité du réseau de chaleur de Paris, on alimente également d'autres réseaux de chaleur en première couronne et, pour à peu près 8,4% de la totalité des consommations. Voilà. Et donc, vous avez les chiffres clés, avec notamment, on a raccordé 113 nouveaux clients en 2023, ce qui est assez conséquent puisque historiquement, on était plutôt à 30 ou 40 nouveaux raccordements par an. Là, j'aurais peut-être dû y revenir le début, c'est ce qui se trouve en gros dans les bâtiments, qui sont des services qu'on appelle le poste de livraison. Donc, en fait, en gros, ça remplace la chaudière fuel ou la chaufferie gaz. On a ce qu'on appelle un échangeur de chaleur, où nous, côté CPCU, on arrive avec notre réseau vapeur. La vapeur lâche sa chaleur au niveau de cet échangeur, et donc le circuit interne au bâtiment récupère la chaleur et va l'amener ensuite au niveau, euh, au niveau ben voilà, des étages et des logements. On y reviendra plus tard. Le poste de livraison et sa propriété, il y a des cas contractuels différents au niveau de la DSP aujourd'hui sur lesquels je reviendrai un peu plus tardivement. Au niveau des avantages voilà, du RCU, peut-être pas. Voilà, vous avez les slides qui vous seront tout à fait, de toute façon, adressés plus tard. Ce qui est quand même le principal intérêt pour moi, c'est voilà, le fait que c'est le caractère vertueux de la chaleur qui est fournie et le fait de l'évolutivité, pardon, de ce mix énergétique. Contrairement à des solutions autonomes qui sont mono-énergie, comme le gaz ou le fuel, nous, on a la capacité de faire évoluer nos centres de production, d'intégrer de nouvelles énergies, d'énergies plus vertes, moins carbonées, et donc de faire évoluer au fur et à mesure euh, ce mix énergétique. Et également, le fait d'avoir un mix énergétique, alors sous réserve évidemment des variations des prix, permet d'avoir une stabilité des prix un peu plus conséquente sur la durée. Également, en termes réglementaires, on bénéficie évidemment d'un contexte réglementaire et fiscal assez favorable
par rapport aux solutions concurrentes 100% fossiles, comme le gaz notamment, et donc ce qui permet aussi voilà, de favoriser les raccordements. Ça, je l'ai déjà dit, donc je pense qu'on peut passer. C'était sur les objectifs fixés par la ville de Paris, mais j'avais anticipé cette slide. Euh, un point important, voilà, on parlait du caractère réglementaire. Un point important sur le réseau de chaleur de Paris, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des réseaux de chaleur donc, qui existent en Île-de-France et en France, c'est que le réseau de chaleur, ce réseau de chaleur a été classé par la ville de Paris en 2022, donc dans le cadre d'une délibération du Conseil de Paris. Et donc, dans le cadre de cette délibération, le Conseil de Paris a déterminé ce qu'on appelle une zone de développement prioritaire. C'est un peu un terme pompeux, mais en fait, c'est une zone à l'intérieur de laquelle voilà, le réseau est classé, le classement est effectif. Et donc, l'ensemble des parcelles cadastrales et donc des bâtiments qui sont situés à moins de 60 mètres de ce réseau ont euh, l'obligation de se raccorder dans ce périmètre. Ce qui démontre, alors voilà, évidemment, on ne l'utilise pas, nous, en termes d'argumentaire commercial côté CPCU, mais ça démontre quand même, côté Ville de Paris, ben, voilà, que c'est un outil qui est privilégié par la collectivité et qu'elle souhaite voilà, qu'il soit utilisé de manière conséquente. Euh, Associé à ce classement du réseau, on a mis en œuvre un barème de raccordement plutôt attractif, voire très attractif, que je ne vais pas détailler ici, sauf que vous avez des questions, voilà, parce que ça se regarde projet par projet. Mais en gros, on a des prix de raccordement qui sont quand même extrêmement compétitifs, notamment si on est situé à immédiate proximité du réseau. Et quand on est un peu plus loin du réseau et que donc on paye en complément du barème ben, les coûts réels de réalisation des travaux de réseau, il y a quand même des dispositifs qui viennent accompagner les clients. On peut avoir des subventions ADEME et Région Île-de-France et aussi les certificats d'économie d'énergie sont extrêmement compétitifs actuellement avec les coups de pouce qui sont actuellement en vigueur. Voilà. Et si vous avez des questions sur ce sujet plus particulier, on pourra y revenir en fin de présentation. Juste un point de détail qui n'en est pas un sur les différents contrats d'énergie, et c'est une spécificité du réseau de chaleur de Paris. Donc en gros, pour la faire très très court, on a deux dispositifs qui existent. Donc le dispositif qui est aujourd'hui utilisé par 90% de nos clients, c'est qu'en gros, on est propriétaire du branchement, donc de l'amener du réseau jusqu'au pied du bâtiment. Par contre, le client est, quant à lui, propriétaire du poste de livraison. Et donc, comme il est propriétaire du poste de livraison, il assure à la fois, évidemment, que si c'est un nouveau raccordement, ben, les coûts de réalisation et de mise en œuvre de ce poste de livraison, et puis également les coûts de maintenance et potentiellement de renouvellement du poste, le cas échéant. Voilà. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle côté CPCU la vente de chaleur. Et là, pour le coup, CPCU est également, alors c'est pas CPCU, c'est la DSP hein, qui est propriétaire du poste de livraison. Et donc, en gros, c'est une solution clé en main où on s'occupe voilà, en contrepartie évidemment d'une redevance complémentaire, du financement, de la réalisation des travaux, ainsi que de la maintenance et des travaux de réparation et de renouvellement. Voilà. Donc c'est un dispositif qu'on essaie de promouvoir auprès de nos clients, grands comptes ou copropriétés. Voilà. Euh, parce que voilà, c'est une solution clé en main à laquelle on croit beaucoup et qui nous permet aussi, ça, à une échelle plus globale, d'avoir des performances énergétiques meilleures et davantage pilotables puisqu'on a la main sur l'ensemble des installations de distribution. Voilà. Donc, lors du dernier avenant, on a ajusté à la baisse le montant de la redevance correspondant à ce contrat en vente de chaleur. Je ne sais pas ce qui sera proposé et retenu par la ville de Paris sur le prochain contrat, mais ça sera un des axes forts aussi, en plus du verdissement et du développement du réseau, un des axes forts de récupérer un maximum de postes de livraison dans le périmètre de la délégation de service public. Euh, pour finir, avant les différentes questions, voilà.
quelques étapes clés sur le raccordement. Voilà, vous travaillez pour une copropriété, un bâtiment, un immeuble de bureau qui souhaite se raccorder au réseau, comment on fait? Euh, En gros, et il faut avoir, voilà, il faut que votre projet soit déjà établi, que ce soit une réhabilitation de bâtiment qui était soit à l'élec, soit au fioul, soit au gaz, soit création d'un bâtiment neuf. Quand votre projet est défini, voilà, vous effectuez une demande de raccordement au réseau de chaleur soit sur le site cpcu.fr, soit en contactant le service relation client. Pour votre info, on a eu l'année dernière environ 1500 demandes de raccordement. Donc, on est outillé pour vous répondre. Euh, on va évidemment vous demander un certain nombre d'éléments techniques, de surface, voilà, d'accès au bâtiment, et avant de pouvoir lancer officiellement l'étude de faisabilité technique de votre projet. Voilà. Donc, il y aura deux étapes. Donc, on est au niveau de la faisabilité technique. Il se peut, c'est rare, mais ça existe, que le projet ne soit pas techniquement faisable. Je vous donne un exemple qu'on a eu récemment sur un cas. Il y avait trop de concessionnaires devant le bâtiment concerné. Et donc, nous, avec le réseau, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas alimenter le dit bâtiment. Voilà. C'est heureusement, bien heureusement, un pourcentage très faible du nombre de demandes, mais ça peut arriver. Voilà. Imaginons que la faisabilité technique est avérée. Nous, ensuite, on applique notre contrat de délégation de service public et on vous soumet une offre de raccordement qui intègre à la fois le dispositif technique ainsi que les modalités financières de raccordement, voilà, et le planning évidemment associé. Ensuite, le client se prononce favorablement ou non par rapport à cette offre financière qui lui a été proposée. Et si elle accepte l'offre financière, on rentre ensuite dans la phase de travaux de raccordement au réseau. Voilà. Et donc là, c'est évidemment nous, au niveau de la CPC, qui prenons les choses en main. On se met en position de marche avec nos fournisseurs, nos prestataires, nos équipes internes de travaux et également avec les autorités de la ville de Paris qui nous autorisent à mener des travaux sur voirie publique pour lancer les travaux et permettre ainsi le raccordement. Voilà. Quand le raccordement est effectif et que la mise en service est en place, eh bien, voilà, la chaleur est fournie et les factures de chaleur sont transmises aux clients concernés. Et donc, pour l'année 2023, et je peux même dire l'année 2024, on est sur un nombre quand même accru à la fois de demandes de raccordement. Alors, des fois, on reçoit des demandes qui sont pas adressables, notamment tout ce qui est logement individuel. On ne peut malheureusement pas raccorder ce type de bâtiment. Voilà, mais on signe à peu près entre 150 et 200 nouveaux contrats par an. Et donc, voilà, on a quand même un portefeuille assez important en activité aujourd'hui. Ça n'est fini pour ma présentation. J'espère que j'ai été le plus limpide possible. Voilà. On prend vos questions, je crois, maintenant avec côté APC, s'il y en a. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup, Nicolas. Alors, des questions, j'en ai vu quelques-unes arriver, notamment sur le réseau de froid. On sort un petit peu du cadre purement de la CPCU, mais la question était, du coup, est-ce qu'il y a un réseau de froid qui existe sur Paris? Et si oui, est-ce que celui-ci est également géré par la CPCU? Alors, oui et non. Oui, il y a un réseau de froid qui existe à Paris, qui est également le plus grand de France et d'Europe. C'est géré par une autre délégation de service public et une autre filiale qui s'appelle Fraîcheur de Paris. Et donc, avec des conditions techniques, réglementaires, administratives, financières totalement distinctes du réseau CPCU et du réseau de chaleur. Voilà. Mais ça existe, voilà, et ça alimente notamment. Alors, les clients aujourd'hui sont plutôt les clients tertiaires type immeuble de bureau et, voilà, plutôt ce type-là et pas encore forcément trop les logements et les établissements de santé. Mais je crois savoir que c'est un axe voilà, d'amélioration fort du réseau de froid dans les années à venir.
Ah, c'est vrai qu'on peut se poser la question avec les enjeux de réchauffement climatique et de confort d'été qui sont quand même croissants aujourd'hui sur Paris. Les questions de froid reviennent fréquemment. Aussi, je me demandais, est-ce que ça vous arrive des fois d'envisager des travaux d'installation du coup commun avec le réseau de froid sur Paris, tout ça pour du tertiaire aujourd'hui et pourquoi pas dans un temps plus loin avec des copropriétés? Oui, oui, oui. On a beaucoup de cas comme ça où on a des travaux en commun, où on a limite, voilà, le réseau est à la fois alimenté par, euh, c'est alimenté à la fois par le réseau de chaleur et à la fois par le réseau de froid. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on est en coordination permanente avec l'ensemble des autres concessionnaires. Il n'y a pas que le réseau de froid. Voilà. Souvent, quand il y a un nouveau projet, il peut y avoir un raccordement ici avec Enedis. Voilà. Donc, on est vraiment en lien avec l'ensemble de ces concessionnaires. Mais il y a quelques projets, voilà, tertiaires où on travaille de concert avec le réseau de froid. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais du nombre de raccordements en 2023. Donc, tu disais qu'il y avait eu 100, ah, pardon, 24, qu'il y avait eu 113 raccordements. Sur ces Oui. 113, du coup, est-ce qu'on voit une évolution du nombre de raccordements envers du parc privé? Parce qu'on avait bien vu que, du coup, la CPCU, historiquement, était plus à destination du parc public et un peu industriel, ou bien des établissements publics. Est-ce que la part du parc privé a tendance à augmenter aujourd'hui dans les demandes? Ouais, alors si on regarde les chiffres bruts que j'ai envoyés sur le CRAC, vous avez bien vu quand même le résidentiel privé euh, correspond à peu près à 31% voilà, de la totalité des clients. Donc, ce qui est plus que les logements sociaux, hein. Donc, voilà. Hmm, Ce qui est vrai par contre, c'est que ces dernières années, le réseau de chaleur avait été peut-être moins attractif pour les copropriétés. Et c'est vrai que ben, depuis la crise ukrainienne, notamment, la mise en place du barème et du classement, on a quand même, voilà, la majorité de nos demandes sont issues de copropriétés. Et donc, sur les 113 raccordements, entre 113 et 130 qu'on a par an, maintenant, voilà, les copropriétés représentent 35 à 40%. Voilà. La barrière économique qu'il y avait avant n'existe plus. Voilà, voilà. Donc, et c'est surtout ce que, voilà, c'est vraiment ce type de, voilà, les Parisiens, les vrais, voilà, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher vraiment, voilà. d'accord, merci. D'autres questions, notamment concrètement, quels sont les éléments techniques qu'il faut communiquer à la CPCU pour l'étude de faisabilité? Et surtout, l'autre question pécuniaire, est-ce que cette étude, elle est gratuite? Alors, j'évacue directement, j'évacue directement la question de la gratuité. Oui, c'est gratuit. Euh, oui, c'est gratuit. C'est dans notre rôle de délégation de service public de, de produire ces études de manière gratuite. Voilà. Au niveau des éléments dont on a besoin, l'élément le plus structurant, c'est quand même les besoins. Donc, voilà. Il y a un terme technique qui s'appelle la puissance souscrite en kilowatts, qui permet en gros de définir les besoins techniques du raccordement. En gros, quel diamètre de réseau on va installer. Et donc, du coup, ce diamètre-là, ben, il va nous permettre de faire des plans sous voirie pour voilà, voir si on passe avec les autres concessionnaires, avec potentiellement, je dis n'importe quoi, des trottoirs, des arbres, etc. Et puis, cette puissance souscrite, elle est importante puisqu'elle sert de base à l'établissement du coût de raccordement, en gros, travaux, et également ce qu'on appelle la partie abonnement, donc c'est la part fixe de la facture de chaleur. Et pour l'existant, le mode de chauffage. Voilà. Autre élément technique. D'accord. Et effectivement, avec une limite du coup de 100 kilowatts pour des minima de consommation pour pouvoir être Ouais. raccordé au CPCU. Ouais. C'est bien ça? Oui. Très bien. Alors, il y a une question que je ne suis pas forcément sûr de comprendre, je vais vous la livrer telle quelle. Y a-t-il des cas de sous-stations alimentées par CPCU situées en toiture terrasse à Paris? Alors, là, je ne saurais pas vous répondre. Pour moi, oui. Alors, les toitures, en fait, c'est en gros, c'est normalement les chaudières gaz ou les chaufferies fuel, elles sont en rez-de-chaussée ou en sous-sol des immeubles. Voilà. Mais historiquement, et on a des cas, des fois, elles ont été mises sur les toits des copropriétés ou des immeubles. Voilà. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent parce qu'en gros, on est obligé quand même de s'accrocher au mur à l'extérieur de l'immeuble.
Et avec de la vapeur à 220 degrés, c'est quand même pas tip top. Voilà. Sur les boucles d'eau chaude là, qui sont à 90 degrés, c'est faisable. Mais en gros, ce qu'on préfère quand même, c'est étudier un rapatriement de toutes les installations techniques situées en toiture dans un local dédié en sous-sol. C'est quand même à la fois réglementairement un peu plus propre. Et puis, voilà, ça permet aussi parfois, alors, c'est plutôt pour les immeubles de tertiaire, de dégager du foncier en toiture pour en faire autre chose. Voilà. Si c'est pas un rooftop bar, ça peut être des jardins partagés ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je saurais pas. C'est possible, on étudie au cas par cas. C'est pas ce qu'on préfère évidemment parce que on n'aime pas trop s'accrocher sur un mur quand même existant avec un réseau vapeur, vous comprenez bien. Voilà. Mm. Mais c'est étudiable. Bah, écoutez, j'en profite pour rappeler qu'il existe aujourd'hui plusieurs aides de la ville afin de végétaliser les toitures, notamment le dispositif CoproASIS ou des dispositifs en lien avec la rénovation énergétique. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Vous avez parlé également de température du coup, et celle-ci était revenue plusieurs fois. La température qui circule du coup dans le réseau de chaleur, on croit donc comprendre qu'elle est autour de 110 degrés. Est-ce que c'est bien vrai? Et puis, est-ce que vous connaissez la température qui circule dans un réseau de froid? Ouais, alors je vais inviter Monsieur Turc à plutôt se rapprocher de fraîcheur de Paris. Non, la vapeur, c'est plutôt à plus de 200 degrés, hein. Voilà, donc sachez-le. D'accord. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes régimes de température. Pour moi, sur le réseau de froid, on part à 5 degrés et du coup, ça revient plus chaud, vous vous en doutez. Et donc, on revient, je pense, à 14. Voilà. Mais je préfère que mes collègues en charge du réseau de froid, enfin, c'est pas mes collègues, mais mes confrères du réseau de froid, vous répondent précisément sur le principe de raccordement. Le principe est le même. Par contre, la tarification, voilà, le réseau n'est pas classé, les coûts sont pas les mêmes. Donc, et les postes de livraison, pour le coup, sont totalement intégrés dans la délégation de service public. Voilà. Donc, les clients ne sont pas propriétaires du poste. Mais quand même le même principe. Question également de durée. Parce que pour pouvoir se raccorder avec la CPCU, ça prend un peu de temps de commencer les démarches, de réaliser les travaux, il faut l'accord de voirie, etc. Et donc la question qui se pose également pour une copropriété, par exemple, celle-ci veut démarrer une démarche de rénovation globale. Elle est au tout début de cette réflexion. À quel moment, alors qu'elle va s'apprêter à démarrer toutes les phases d'audit, d'analyse en cours à l'échelle de son bâtiment, elle doit prendre contact avec la CPCU afin que ce raccordement arrive de manière synchronisée avec le reste de ses travaux. En gros, je n'ai pas de chiffres précis à vous annoncer parce que chaque projet est unique en fonction du réseau se mais entre le premier échange entre le client et nos équipes Mhm. et en gros le raccordement, la mise en service, la chaleur du réseau et dans l'immeuble, on peut compter entre 12 et 18 mois. Voilà. Donc je vois bien sur le chat là que ça peut paraître long, mais voilà, il y a à la fois 1500 demandes à traiter. Avec des études, je vous le dis, on doit faire des études poussées qui durent 3 4 mois pour voir où on passe, comment on passe. Voilà. Parce que si vous voyez le sous-sol parisien, c'est infesté de d'égouts, d'Enedis, la fibre, voilà, voilà. Et donc, on ne peut pas s'engager avant d'avoir mené des études extrêmement poussées. Voilà. Ensuite, il y a la phase de travaux qui, des fois, peut être assez courte, mais en fait, il y a une part non négligeable qui correspond aux échanges avec les services de la ville de Paris pour qu'ils nous donnent les autorisations administratives afin de lancer les travaux. Je vous donne un exemple, ça ne va pas se reproduire tous les ans, mais les JO, là, cette année, on n'a pas pu faire de travaux pendant 3 mois. Voilà. Ça, les clients de la CPCI n'y peuvent rien, nous non plus. Voilà, mais ces 3 mois, ça rentre en compte dans le. Voilà. Et il se peut que sur certaines zones moins larges que Paris, parce que là, les JO, c'était exceptionnel, mais on nous dise, non, là, sur cette rue, sur ce quartier, vous ne pouvez pas intervenir je dis n'importe quoi, de janvier à avril parce que on va faire une piste cyclable, on va la finir ou vous intervenir un peu plus tard pour qu'on coordonne les travaux tous ensemble. Ce qui paraît à la fois logique, mais ce qui peut impacter également nos durées de travaux. On n'est pas les seuls, les autres concessionnaires sont dans la même problématique.
D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, une copropriété voilà, qui se décide aujourd'hui à entreprendre des travaux globaux touchant à plusieurs postes de travaux et qui envisage un raccordement à la CPCU, a intérêt à vous contacter dès la phase finalement d'audit, afin que vous, de votre côté, sachant que la phase d'audit prend aussi un an, voire plus quand il y a besoin, vous puissiez faire vos propres analyses afin de réaliser du coup les travaux de manière concomitante. Le plus tôt, le plus tôt est le mieux pour chaque projet. Voilà. Mais ça vaut pour le réseau de chaleur comme pour les autres énergies, en fait, hein. Voilà. Hmm. Il n'y a aucune énergie qui peut vous raccorder en 2 mois, c'est pas possible. Voilà. On est dans une ville capitale contrainte avec voilà, beaucoup de gens, des riverains aussi voilà, nos travaux ne sont pas forcément applaudis des deux mains, voilà, et ça peut se comprendre. Voilà. Et donc, il y a un travail de préparation, d'accompagnement qui est aussi nécessaire. Bah, écoutez, vous avez déjà répondu en partie à la question qui arrive, c'est finalement quels sont les principaux obstacles au raccordement. Donc on comprend qu'il y a des démarches administratives, des questions de temps, d'accords de voirie, de négociations avec la ville. Est-ce qu'il y a également bah, voilà, des obstacles techniques certainement aussi au raccordement? On les a un Ouais, peu évoqués déjà. ouais, ouais. Alors, il y a un obstacle principal, c'est qu'évidemment, on ne peut pas raccorder les immeubles en logement individuel, donc gaz individuel ou électricité individuelle. Voilà, ça, on reçoit la demande, on répond direct, désolé, à part si vous refaites tout l'intérieur de l'immeuble, ce qui est possible, hein, Hmm. pour les immeubles tertiaires. Dans le cadre de grosses réhab avec un gros budget, c'est possible. La coproduco est en train de logement, enfin, le budget il explose et c'est hors de notre périmètre. Donc ça, c'est le principal point, entre guillemets, technique bloquant. Ensuite, voilà, le seul point bloquant, c'est ben, si, voilà, encore une fois, sous Wari, il y a des contraintes de travaux qui nous empêchent techniquement de raccorder l'immeuble. Mais honnêtement, on va le dire, allez, on a sur 150 projets par an, allez, il y en a un ou deux qui sont compliqués et à chaque fois, on arrive à trouver normalement des solutions techniques. Il y en a un là où on est totalement bloqué dans le huitième parce que, voilà, encore une fois, là, pour le coup, on a tout étudié, mais vous avez à peu près la proportion. Un à 2 sur 150. Voilà. D'accord. Ben, merci. Alors là, on a une question très très précise. Donc, c'est dans une copropriété. J'ai Oui, découvert que l'immeuble était raccordé à la CPCU. Les copropriétaires m'ont oui, indiqué qu'ils avaient des problèmes de chaleur dans les radiateurs, avec oui. directement de la vapeur d'eau dans les tuyaux, sur un système vapeur d'eau. Selon vous, ce type d'installation peut-il exister ou il s'agit d'un problème lié à l'échangeur? La CPCU peut-elle intervenir pour contrôler les installations et ou faire des recommandations? Alors, euh, la réponse est non. Notre périmètre de délégation de services publics, comme vous l'avez vu, s'arrête, hein, la majorité du temps, à 90% du temps, en amont de l'échangeur. Voilà. Donc avant l'échangeur. Donc nous, on fournit la chaleur et ensuite, ce qui se passe après, c'est hors de notre périmètre de délégation et de prestation. Donc, euh, réglementairement, on n'a pas le droit d'intervenir. Et deux, on n'a pas accès, souvent, on n'a pas accès au local. Et pour les réseaux internes à l'immeuble, donc dans les étages, on y a encore moins accès. Et entre nous, c'est pas forcément notre métier et notre expertise. Donc c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de cas, de figures. On en reçoit beaucoup là, dans les demandes externes chaque jour sur voilà, l'incompréhension de gens, de copropriétaires notamment, qui disent j'ai pas de chauffage chez moi, c'est la faute de la CPCU. Ça peut parfois être le cas, je ne dis pas qu'on est parfait à 100%, mais la plupart du temps, nous, en gros, on amène la vapeur, la chaleur est fournie. C'est juste ensuite sur ce qu'on appelle le réseau secondaire, où il y a des soucis d'équilibrage ou de répartition de chaleur entre les différents étages ou logements, où là, pour le coup, on n'a aucun moyen d'action côté CPCU. C'est hors de notre périmètre de contrat. Mais du coup, vers qui se retourner dans ces cas-là? C'est Alors, vers l'installateur de la non, sous-station ou alors normalement, la plupart des copropriétaires alors, normalement, il faut se retourner vers son scénic. Normalement, les copropriétés, je dis bien normalement, hein, mais je n'ai pas eu de contre-exemple, hein. Les copropriétés de ce type sont des copropriétés, on va dire, allez, supérieures à 20 ou 30 logements. Ils ont un exploitant de chauffage. Voilà, vous en avez plein. Il y a des Dalkia, des IDEX, voilà. En gros, il y a des chauffagistes. Voilà. C'est eux qui peuvent régler ce problème. Et normalement, les copros ont un contrat de maintenance avec ce type de société donc hors CPC. alors, Monsieur Turc, du coup,
rebondis sur cette question en disant que ça s'agissait peut-être d'ailleurs d'une chaudière à vapeur, Là, je sais concrètement. pas vous dire. Je sais pas vous dire. D'accord. Bon, écoutez, donc je vous invite à poser votre question directement à votre syndic, comme le Ouais. recommande Monsieur Bessani. Euh, Pour répondre à la question de Cynthia, voilà, parce mhm. que qui est à la fois intéressante et à la fois je ne pense pas avoir dit ça, mais elle indique, vous dites être très concurrentiel face au gaz, mais le prix seul du raccordement est tellement élevé que ça là me paraît étonnant. Alors je pense pas, alors nous on pense être concurrentiel par rapport au gaz, notamment sur le prix de la chaleur pendant la crise énergétique. C'est ce qui explique pourquoi on a 1 500 demandes de raccordement par an. Si on n'était pas compétitif, personne ne nous appellerait. Euh, sur le prix de raccordement, euh, on peut avoir des cas totalement différents, Cynthia. Il y a des cas, notamment les immeubles qui sont situés à immédiate proximité du réseau, on peut proposer des coûts de raccordement à 1 500 euros. Je ne sais pas comment faire moins alors que ça. Voilà, c'est extrêmement concurrentiel. Par contre, il est vrai que si vous êtes une copropriété et vous êtes situé à 400 mètres du réseau le existant le plus proche, là, pour le coup, en termes d'équilibre économique, il n'existe pas. Voilà, même 144 mètres du réseau, je ne sais pas sur combien de l'eau porte votre résidence. Ça peut en effet être économiquement complexe. Voilà, mais 140 mètres de réseau, on commence à parler d'une distance non négligeable. Voilà. Ce qu'on essaie de faire sur ce cas de figure-là, c'est pas tout le temps possible, mais ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'on essaie de mutualiser ces coûts de réseau avec l'ensemble des clients situés sur le chemin. Voilà. Donc, entre le réseau existant et votre copropriété, il y a peut-être des bâtiments qui sont raccordables. Sur ce projet, ben voilà, les coûts, notamment d'année du réseau, peuvent être mutualisés, répartis et rendre potentiellement le raccordement faisable pour vous comme pour d'autres. Voilà. Donc, c'est une démarche qui n'est pas simple, puisqu'en gros, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être avant vous, il y a 5 copros qui sont situés sur le chemin. Il faut que donc on ait l'engagement des 5 copros plus de la vôtre pour s'engager et faire les travaux de manière coordonnée. C'est pas simple, mais on arrive à le faire sur certaines opérations. Voilà, car il y a une volonté à la fois des copropriétés, et, évidemment de la CPCU et de la mairie d'arrondissement associée. Mais voilà, c'est ce qui s'explique sur le prix du raccordement pour votre immeuble. Mais quand vous êtes à immédiate proximité, c'est quand même extrêmement compétitif avec le nouveau barème. En parlant d'ailleurs de raccordement et de stratégie d'expansion du réseau, deux questions qui se rejoignent. Est-ce que déjà le CPCU prévoit du coup à terme de couvrir l'ensemble des arrondissements parisiens? Et puis deuxième question, qui est un peu plus technique, imaginons qu'une copropriété située à Boulogne, du coup à une centaine de mètres du réseau qui passe juste à côté, celle-ci serait-elle techniquement raccordable à la CPCU? Alors, c'est deux questions distinctes. Alors déjà, j'aurais dû le rappeler parce que je l'ai pas indiqué dans la présentation. Nous, notre contrat de délégation de service public avec la ville de Paris se termine le 31 décembre 2026. Et donc, il y a euh, euh, comment vous dire, un appel d'offres qui est en cours actuellement. Et donc, pour répondre à la première question, c'est pas la CPCU qui porte l'ambition de développer les réseaux de chaleur, c'est la ville de Paris qui porte l'ambition et charge aux différents candidats, différents concessionnaires qui répondront à cet appel d'offres de répondre au mieux à cette ambition. Voilà. Mais je ne crois pas trahir de secret en disant que, en effet, les arrondissements qui sont aujourd'hui peu desservis par le réseau, peut-être que Cynthia en fait partie, il y a une volonté de la ville euh, aujourd'hui de développer et de développer le réseau dans ces zones-là. Sur ce qu'on appelle le hors-Paris, ou la banlieue, l'approche couronne. Techniquement, c'est faisable. Mais aujourd'hui, on a un périmètre de délégation de services publics à Paris qui s'est, entre guillemets, renforcé, raffermi autour de la ville de Paris et les villes elles-mêmes, les villes de banlieue elles-mêmes, Boulogne notamment, ont créé leur propre réseau, leur propre délégation de services publics. Et donc, la délégation de services publics de Paris n'a pas à aller piquer, si vous me permettez l'expression, les clients de la ville de Boulogne. Voilà.
Donc, il se peut que des fois, quand voilà, il y a des no man's land, j'ai un exemple à Ivry, où en gros, le réseau de chaleur d'Ivry ne pouvait pas alimenter un bâtiment. La ville d'Ivry nous a autorisé à initier des échanges avec le client en question pour voir s'il pouvait se raccorder au réseau de chaleur de Paris. Mais en gros, ce qui a été fait par le passé va potentiellement voilà, s'atténuer, c'est-à-dire chacun chez soi, chacun son réseau de chaleur, chacun son schéma juridique contractuel. Après, il peut y avoir des liens entre les réseaux, mais entre guillemets, voilà. Après, chacun garde ses clients. C'est très clair. Merci beaucoup. Question sur fiabilité et sur la fiabilité. Et donc, Ouais. sous-jacente, est-ce que vous faites des études pour vérifier du coup le nombre d'incidents des fois ou le manquement qu'il peut y avoir par an euh, suite du coup à un raccordement et à la qualité du coup et au contentement des copropriétaires sur le raccordement au réseau de chaleur? Oui, oui, on fait des enquêtes de satisfaction client régulières. C'est Karim qui porte ce sujet. Au niveau des incidents, honnêtement, alors, en gros, vous l'avez vu, on a 8 sites de production plus les usines Sictom. Tous ces sites de production sont maillés. Donc, en gros, imaginons, on a une centrale qui tombe en rade complet. La chaleur est quand même fournie par les autres centrales de production. On a cette sécurité de fourniture-là. Après, il se peut, et ça arrive, sur 525 km de réseau, qu'on puisse avoir une fuite. Voilà. Le réseau a parfois 97 ans, on est parfois dans le vieux Paris, il se peut qu'on ait des fuites de vapeur, donc des fois, vous savez, c'est les cheminées qu'on voit comme à New York, là. Là, pour le coup, pour des raisons de sécurité, on est obligé de couper le tronçon concerné pour faire les travaux de réparation et, euh, et réparer et remettre en service. Ça, évidemment, ça peut générer de l'insatisfaction qu'on comprend. Le deuxième sujet qui génère de l'insatisfaction et sur lequel on est en train de travailler et s'améliorer, c'est qu'en gros, sachez-le, donc le réseau vapeur a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut en gros amener un énorme maximum, une grosse quantité d'énergie sur une distance assez longue. Par contre, quand on mène des opérations de maintenance ou quand on raccorde sur certaines zones de nouveaux clients, on est obligé d'arrêter pendant 5-6 heures le tronçon concerné. Et donc, le tronçon concerné peut des fois alimenter 10 ou 15 bâtiments. Et donc, pendant ces 6 heures-là, eh bien, ils ont plus de chaleur. Donc, on est en train de travailler sur des dispositifs d'ores et déjà qui nous permettent en fait maintenant de faire ces interventions programmées sans interruption de chaleur. Voilà. Donc, ça s'appelle les piquages en charge. En gros, on vient sur le réseau concerné, on vient directement se plugger sans fermer les vannes de part et d'autre. Voilà. Mais c'est les principales insatisfactions qu'on peut connaître. Mais voilà, vous l'avez sûrement dans vos immeubles ou dans vos copropriétés. Des fois, vous avez des coupures d'eau, vous avez des coupures d'électricité. On a quand même parfois des travaux de maintenance à établir et on se doit, pour des raisons de sécurité, de couper les tronçons concernés. Merci. Alors, une autre question, donc là qui revient sur ce que vous avez dit un peu plus tôt, quand vous évoquiez justement les riverains qui n'applaudissent pas forcément des deux mains, mais du coup, est-ce que ce n'est pas un vrai problème pour les travaux à la fin? Alors, je pense que la question a pas forcément été comprise. Quand on parlait des riverains, c'est forcément des copropriétaires. Et peut-être que je vais le compléter. Ouais, je vais répondre comme je comprends. C'est pas un problème, c'est une réalité. Donc, les élus de la ville de Paris, les services de la ville de Paris nous demandent d'adresser ce sujet. Voilà. Et quand je dis nous, c'est pas uniquement le réseau de chaleur de Paris. Encore une fois, le chantier d'Enedis, le chantier du réseau de froid, le chantier de GRDF, le chantier de n'importe quoi, ça génère rien. Voilà. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est être encore meilleur sur la propreté des chantiers, leur durée, les explications pédagogiques qui vont autour. Si vous voyez des panneaux CPCU dans les rues de Paris, là, il y en a plein, vous allez voir, on a un peu fait modifier nos explicatifs. Il y a plus de dessins. C'est pas pour infantiliser les gens, mais c'est pour que ce soit plus parlant. Voilà. Et donc, voilà, on essaie d'accompagner. Dans le 13e, on a mené des médiations avec les riverains, avec les restaurateurs, les commerçants. Voilà. On est obligé de s'intégrer
Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Voilà. La ville souhaite développer ce réseau, mais elle souhaite que ça se fasse dans de bonnes conditions pour les clients, mais aussi pour les gens qui subissent, entre guillemets, les travaux concernés. Je, je, Karim, on ne t'entend plus. Je disais, merci du coup, c'était très clair. Autre question, lorsque on a identifié un problème concernant une sous-station et donc une intervention doit avoir lieu dessus, est-ce qu'il faut vous prévenir en amont du coup et du coup arrêter peut-être l'alimentation de cette sous-station ou bien est-ce que c'est automatique entre le gérant de la sous-station et du coup au service? Quel est le rôle que doit avoir du coup les copropriétaires ou les professionnels du coup sur cette Non. question? Si vous devez fermer l'arrivée de vapeur, notamment, vous devez nous prévenir. Donc, les syndics et les chauffagistes ont nos numéros, voilà, on a un numéro unique, on a une adresse mail, et donc il faut évidemment prévenir. Voilà, le prenais pas mal, mais il faut vraiment qu'il y ait un point d'entrée par bâtiment parce que sinon, voilà, on reçoit à peu près 9000 demandes par an. Voilà. Pour pour les instruire, pour y répondre avec le maximum d'efficacité et de véracité, il faut que ce soit cadré. Et donc, voilà. Ça se passe très bien et la plupart des syndics savent quand même bien fonctionner avec nous et savent faire le type de demande. Notamment là, enfin, on est en pleine dans la phase des remises en service de chauffage. Voilà. Euh, Ils savent nous contacter comment, avec sur notre numéro de téléphone, sur notre adresse mail générique. Très bien. Question également sur comment finalement vieillissent les propriétés qui sont raccordées du coup au CPCU, qui ont une sous-station depuis on va dire les années 50-60. Aujourd'hui, 40 ans du coup d'utilisation et de consommation énergétique, quelles sont finalement les étapes à prévoir dans le suivi, dans les travaux de maintenance, etc. Est-ce que vous avez une idée du calendrier finalement? Est-ce qu'au bout d'un moment il faut changer la sous-station? On peut Ah, passer par oui, exemple d'un oui. raccordement sous vapeur à un raccordement à eau? Quelles sont les évolutions possibles en fait Alors, pour une copropriété qui est déjà raccordée? c'est pas la copropriété qui va faire le choix d'être en vapeur ou en eau chaude. C'est la situation du réseau dans la zone. Voilà. Il n'y a pas il y a D'accord, pas de choix. Il y a pas de choix possible. C'est ce que voilà. Si vous êtes à côté d'un réseau vapeur, vous ne pouvez pas être alimenté en eau chaude. C'est pas possible. Voilà. Par contre, au niveau de la maintenance, voilà, un échangeur de 40 ans, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Ça se change au bout de 15 20 ans. Voilà. Et donc, si vous êtes je reviens sur ce que j'avais dit lors de la présentation, si vous êtes en contrat fourniture d'énergie, que vous êtes donc propriétaire du poste de livraison, c'est à vous de prévoir ça en termes de travaux, de mobilisation des entreprises et également de budget. Voilà. Par contre, si c'est un manque de chaleur, pour le coup, c'est nous qui avons cette responsabilité-là de remplacer l'échangeur quand il ne fonctionne plus ou moins bien. d'accord. Merci. Vous venez dire du coup que c'est pas vous qui choisissez si vous êtes raccordé en vapeur ou en eau, ça dépend du coup du réseau qui passe à proximité. Concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable qu'un réseau, du coup, on part sur du temps très long, hein, mais qu'un réseau aujourd'hui qui était en eau soit dans 20 ans, dans 30 ans, devenu un réseau vapeur? Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un autre Non, raccordement qui a à faire? Une fois que c'est en eau, ça reste en non, eau? non. En fait, le futur ou l'avenir du réseau de chaleur, c'est la boucle d'eau chaude. Voilà. Et donc, un passage de boucle d'eau en vapeur n'est pas possible. Par contre, un passage de vapeur en eau chaude est possible. Voilà. Pas partout, évidemment. Pas sur ce qu'on appelle nos gros feeders de transport d'énergie. Par contre, pourquoi c'est une des volontés de la ville de Paris de passer à l'eau chaude? C'est qu'en termes d'efficacité énergétique, c'est quand même un peu meilleur. Et puis, ça coûte moins cher. Voilà. La vapeur, le réseau vapeur, il est encadré voilà, par du caniveau béton sous voirie. Voilà, vous le comprenez bien pour des raisons de sécurité. Ça coûte plus cher que le réseau chaude qui est parfois enterré en pleine terre. Voilà. Et donc, D'accord. c'est plus facile à mettre en œuvre, les travaux sont plus simples, ça prend moins de place. Voilà. C'est pas possible partout, évidemment, mais voilà, la ville de Paris souhaite que les réseaux d'eau chaude soient de plus en plus présents. Donc, un passage de vapeur à eau chaude, c'est possible. De eau chaude à vapeur, non.
D'accord. Alors, du coup, question qui vient de surgir et qui est tout à fait reliée à ça, mais du coup, quels sont les avantages de la vapeur, du coup? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais, c'est que la vapeur est pour un réseau énorme, voilà, alimenté comme comme le réseau de chaleur de Paris, ça permet d'amener une importante quantité d'énergie sur une distance assez longue. Voilà. On a notre centrale à Saint-Ouen, on peut alimenter depuis Saint-Ouen le 13e. Le réseau d'eau chaude, c'est à l'échelle d'un quartier, c'est à l'échelle de plusieurs rues. Voilà. Et donc, faudra qu'on arrive à mixer les réseaux structurants en vapeur avec les réseaux de distribution un peu plus locaux, si j'ai envie de dire, en eau chaude. Voilà. Donc la vapeur a quand même son intérêt, mais voilà, l'eau chaude va se développer de plus en plus. Très, très clair. Merci. Alors, autre problème vu en sous-station. À cause de dysfonctionnements techniques, les pertes d'hectolitres de condensat évacués au puisard du local au lieu de revenir vers la centrale CPCU. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement l'ensemble de ce que je Ouais, viens de dire. ouais, non, c'est un vrai problème. C'est en gros, on arrive avec la vapeur d'eau et normalement, il y a ce qu'on appelle le retour d'eau qui doit revenir vers les centrales de production. Donc Mhm. le retour d'eau, ce retour d'eau, est- comme le réseau CPCU est assez vétuste, voilà. Et donc, on a un plan, nous, de modernisation de ce réseau retour d'eau qui est en place. Ça prend énormément de temps parce que c'est voilà, des dizaines de kilomètres à remplacer. Voilà. Heureusement, ce n'est pas sur l'ensemble de Paris, mais il y a parfois voilà, quelques sinistres sur ces sujets retour d'eau. Et c'est un plan d'action qui dure déjà depuis 10 ans et qui va se poursuivre dans les années à venir et même sur le prochain contrat. Et c'est évidemment un enjeu d'efficacité énergétique et c'est également de préservation de l'eau. Et pour que les auditeurs soient conscients, en face de nous, côté ville de Paris, voilà, la ville de Paris nous a fixé des objectifs d'atteindre d'un taux de retour d'eau sous peine de pénalité. Voilà, donc on est sur une notion de performance sur ce sujet. D'accord. C'est vrai que la question qui continuait était, en fait, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous étudiez cet impact écologique? Donc, effectivement, oui. Et Ah c'est un ben sujet qui oui, est très suivi, finalement. c'est très suivi et c'est un impact financier non négligeable pour nos comptes. Et puis, même sans parler de finances, voilà. C'est quelque chose qui est vertueux et sur lequel nous, on a un chantier dédié en interne. Question corollaire qui vient d'arriver également. Mais du coup, sans retour d'eau, les chaufferies sont donc en boucle ouverte? Ou bien est-ce que le retour d'eau est quand même géré d'une manière ou d'une autre? Non, le retour d'eau est quand même tiré, mais après, voilà, il y a des tronçons qui sont sinistrés et sur lesquels on travaille pour les remettre en eau et le plus rapidement possible. Je vous donne un exemple pourquoi c'est très compliqué. Des fois, il y a des tronçons sinistrés qu'on ne peut pas remettre en service parce qu'en gros, ils concernent, je dis n'importe quoi, 40 bâtiments. Et comme on n'a pas accès aux locaux sous station, eh bien, il se peut qu'on ait remis en service sur 39 sur 40. Et le Oui, dernier, on n'a pas accès au bâtiment, personne nous ouvre, et bien, le réseau reste sinistré. Voilà. C'est notre problème, évidemment, hein, c'est notre problème d'exploitation, mais ça participe aussi de notre volonté de récupérer les postes pour avoir accès à ces installations techniques et être plus réactif et plus rapide sur ces sujets. très clair. Merci beaucoup. Une question également que j'ai pu voir passer, pas ici, mais un peu avant lors d'un échange téléphonique avec des copropriétaires qui avaient moins de 100 kilowatts de consommation, mais qui se posaient la question parce Oui, que leurs voisins, oui, en fait, étaient dans le même cas et que à eux deux devaient avoisiner les 100 kilowatts. Et donc, c'était maturé parce qu'ils aiment beaucoup travailler ensemble sur des projets de rénovation énergétique, maturer cette idée d'avoir une demande de raccordement conjointe avec un seul arrivé pour les deux copropriétés, réparti après en deux sous-stations. Est-ce que c'est quelque oui. chose qui serait techniquement faisable? Oui, c'est techniquement et contractuellement faisable. Voilà. Après, il y a des sujets évidemment juridiques de servitude. Voilà. Où est la Mhm. sous-station? Sûr. À quel copro elle appartient? Est-ce que l'autre voilà, l'autorise à venir se piquer sur la sous-station en question? Mais c'est évidemment possible. On a de multiples cas dans Paris où on a des locaux qui sont partagés entre des clients qui sont distincts. D'accord. Très bien.
les questions tournent beaucoup autour des réclamations. Et là, justement, quelles sont les réclamations provenant de vos clients une fois raccordés? Quelles sont les principales demandes qui vous sont adressées finalement? Bon, alors là, c'est compliqué, mais enfin, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit. C'est en gros, quand vous êtes déjà raccordé, et en gros, les principales réclamations elles viennent du secteur hospitalier, je ne vais pas vous le cacher. C'est ce phénomène d'arrêt réseau, voilà, sur quelques heures. Sauf que sur quelques heures, quand vous êtes en logement de 10 heures à 16 heures, que vous êtes au bureau, vous ne le sentez pas. Sur un hôpital, voilà, voilà, c'est extrêmement regardé. Donc, la plupart c'est pas des réclamations, hein. C'est la plupart voilà, des insatisfactions sont liées à ce système qui dépend à 100% de la technologie vapeur qui a été Hmm, établie il y a 97 ans, qu'on essaie d'améliorer, mais qui est ce qu'elle est. Voilà. Elle a ses avantages et ses inconvénients. bien sûr. Alors, je pense que donc là, une question qui est arrivée. Afin d'envisager une mise en œuvre d'un raccordement sur un immeuble ancien, avez-vous un ordre de grandeur de la dimension de l'installation dans les caves de la copropriété? Typiquement, quand on pense à la taille des caves d'un bâtiment haussmannien ou post-haussmannien, effectivement, on n'a pas Ouais. sur un grand Bon, volume, une grande place. ouais, je vais vous faire une bonne réponse qui va vous plaire. Ça dépend, voilà, évidemment, de la puissance du bâtiment, etc. Ce que j'ai envie quand même de répondre, c'est que si c'est un raccordement sur un immeuble ancien, c'est qu'il était chaud, il est par principe chauffé déjà. Et donc, il est chauffé, c'est soit une chaudière fuel, soit une chaudière Hmm, gaz. Honnêtement, s'il y a une chaudière fuel et une chaudière gaz, on l'enlève, on met l'échangeur, ça passe. Voilà. Donc, on ne prend pas plus de place que ce type d'installation. Donc, je pourrais, voilà, je pense à 40-50 mètres carrés, mais en gros, voilà. Alors, c'est du chauffage individuel électriquement, ok. Écoutez, ben, 40-50 mètres carrés, déjà, après, il faut regarder, évidemment, on peut regarder la disposition dans le local, mais c'est à peu près des surfaces qui conviennent. Et après, sauf erreur de ma part, une copropriété en chauffage individuel, c'est un raccordement est quand même très compliqué. Oui, oui. Alors, c'est sous réserve qu'il passe un chauffage collectif dans le réseau Tout à interne de fait. l'immeuble. Et là, pour le coup, c'est des travaux qui sont hors de notre périmètre de prestation, totalement Hmm, en périmètre privatif. Et donc, voilà, ça, j'en ai rarement vu dans la copropriété. Voilà. Ça coûte hmm. très, très cher. Bien écoutez, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais faire une petite relance. N'hésitez pas à poser vos questions, il nous reste encore un peu de temps. Moi, j'étais arrivé au terme de celles que je m'étais notées. Après, je pense que Karim, s'il y a des questions écrites qui arrivent après coup, hein, ça peut venir après coup, on pourra aussi voir comment on y répond. Entendu, je ne manquerai pas de vous les transférer. Euh, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Eh bien, merci pour vos questions très précises et à bientôt. Merci de votre participation, merci à vous deux de votre présence. Et nous ne manquerons pas du coup de vous envoyer la présentation par mail. Vous devrez la recevoir demain. Je vous souhaite du coup à toutes et à tous une bonne fin de journée. Ah, si possible, n'hésitez pas Ouais, à me redonner les coordonnées de votre service. on enverra le numéro de téléphone du service relation client et l'adresse mail générique euh, avec la présentation. C'est peut-être dedans, je sais plus. Voilà. Parfait, on vérifiera ça. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir.